Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Envoie ta demande et tu vas monter ici nous raconter ça en direct. On poste... parlant on poste des histoires là. On va plus poster des histoires, ça. Plusieurs se sont déjà plaints dans le inbox que ça fait long, c'est tellement long. Parfois on rentre du travail, on n'a pas le temps de lire 1h30, 2h. Donc on va commencer à poster 5 histoires. Ça doit être beaucoup plus court. Quelqu'un peut regarder rapidement avant de partir faire ce qu'il a à faire. Je pense qu'on va continuer comme ça. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les histoires qui sont courtes. On pourra mettre 10. Mais quand les histoires seront là, quand ceux qui vont envoyer les 10 minutes, 11 minutes là, on fera 5 avec ce genre d'histoire là. En fait, j'ai envie de jouer avec le temps. Parce qu'il y a des gens qui envoient des histoires. Il y a d'autres qui envoient l'histoire de 1h45 minutes. Tu veux raconter. Ça veut dire que le problème là t'a tellement touché comment? Comment tu peux faire le voice de 1h45 minutes? Et si c'est qu'on t'a appelé en temps, tu fais comment? Donc tu recommences à 0 2 fois. Non. Hey. Ils gagnent le temps ici d'ailleurs. Imagine quelqu'un qui prend le téléphone. Alors, après DMG, après le truc, peut-être 30 minutes. Après, tu vois la voiture a voulu traverser. C'était une voiture rouge. Et immatriculée, point net. Tu vois, quand tu fais 1h45 minutes, ça veut dire que tu donnes tous les détails, non? Ça veut dire qu'elle est en train de citer tous les détails. Le chauffeur était habillé en bleu rouge. Il avait un chapeau vert marron. Après, il avait porté une chaussure Adidas. Ok, mon frère. Ok. Non, mais calmez-vous. Quand tu écoutes les histoires ici, là, parfois tu vas rire. Donc, on t'appelle. Allô, ma chérie. Allô, ma chérie. Et j'ai écouté ton voix. Et vraiment, tu as une belle voix. Tu as une belle voix comment, non, mon frère? Même si tu veux draguer la gauche, c'est comme ça qu'on drague. Vraiment. En tout cas, on va commencer. Bonsoir DMG. Bon, là aujourd'hui j'ai 2 histoires, mais je vais commencer par une et puis si j'ai le temps, tu me reprends une autre fois, je vais raconter la deuxième. Là je vais parler du mariage en Afrique. En général en Afrique, quand on se marie, surtout chez nous en Côte d'Ivoire et plus précisément au nord, quand la jeune fille part en mariage, on la fait accompagner par sa petite sœur ou une petite cousine en disant bon, va avec l'enfant, comme ça va activer la fécondité dans le foyer. Et puis surtout, ça sera comme une petite aide à domicile. Donc c'est comme ça, il y a une jeune dame que je vais appeler Karidia. Karidia, elle s'est mariée. Et quand elle partait en mariage, sa maman lui a adjoint sa petite sœur pour qu'elle puisse partir comme sa première fille. Donc Karidia, elle est partie avec son mari. Tout se passait bien. Mais seulement, ils ont fait 13 ans de mariage sans un seul enfant. C'était maintenant la petite soeur qui était avec elle qui grandissait, plus le petit frère aussi qu'ils ont envoyé à la maison. C'est elle qui était considérée comme les enfants. Mais seulement la grande Karidia, elle, quand elle était en présence de sa petite soeur, elle ressentait un malaise. Elle éprouvait comme une sorte de frayeur, de peur vis-à-vis de sa petite soeur. Et la petite soeur ne la respectait pas. Tout se gâtait dans la maison. Le mari même avait perdu tout le boulot. On les avait tous renvoyés. Après, ils ont rappelé tous les autres collègues, sauf lui. Quand il gagne un nouvel emploi, quand il s'en va, même pour le payer, c'était difficile. Maintenant, le garçon, le petit frère de Karidia aussi que sa maman avait envoyé là-bas, l'enfant, il a commencé à piquer des crises de folie. Il pouvait disparaître dans la forêt pendant 1 semaine. Et on le cherche, on ne le retrouve pas. Et après, tu es là, une fois à la maison comme ça. Il revient, il est tout nu. Et puis il rentre tout seul à la maison. Donc quand on lui demande, il dit franchement, il ne sait pas où il est quitté, mais il sait simplement qu'il était dans une forêt, maintenu dans une forêt quelque part là-bas. Donc à chaque fois, la grande sœur, elle s'inquiétait, mais ça fait que le fait qu'elle avait peur de sa petite sœur, ça fait qu'il y avait un très grand stress à la maison. Rien ne marchait, le mari avait perdu du boulot, il n'y avait toujours pas d'enfant. C'est comme ça un jour. Karidia, elle a fait un rêve. Bien vrai qu'elle soit musulmane, elle fait un rêve dans lequel elle était avec son mari, sa petite soeur, son petit frère et sa maman. C'est-à-dire, ils marchaient dans une ville à l'intérieur de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Divo. Et puis, il y a une voix qui lui dit, ah, c'est ici tu cherches là.
Et la voix lui indique, c'est ici chez mon serviteur que tu cherches. Elle est musulmane, hein, mais la voix qui lui parle lui indique le nom d'un pasteur qui est chrétien. Que c'est chez mon fils ici tu cherches. Donc la fille, quand elle se réveille, elle en parle à son mari que, voici le rêve que j'ai fait. On m'a indiqué dans un endroit à Divo. Et je pense que si on se rend à Divo, le nom qu'on m'a donné là, si on se rend dans cette ville-là, on va retrouver l'homme duquel on me parlait dans le rêve. C'est comme ça. Son mari aussi, étant vraiment dans les difficultés, il n'a pas fait vraiment de problème. Il a pris les deux petits frères de sa femme, c'est-à-dire la fille et le garçon, sa femme et lui, et puis ils sont arrivés à Divo. Donc quand ils sont arrivés à Divo, ils font maintenant appel à la maman de la femme. Mais en chose, comment on appelle ça? En rusant un peu, en lui disant, comme tu es malade, on est venu chez un homme de Dieu qui est apparemment fort, viens, on va te soigner. Donc quand toute la famille est présente, c'est-à-dire les 5 personnes sont présentes, ils rentrent en contact avec l'homme de Dieu. Et puis, l'homme de Dieu dit, mais la petite sœur de Karidia, là que je vais nommer Sarah, que la petite là, elle est sorcière. Il dit à la petite, mais tu es une sorcière. Au début, la petite voulait nier, mais elle n'a pas nié. Et puis il a dit, qui t'a initié? Et c'est là, la petite va désigner sa maman, c'est-à-dire la maman de toutes les de Karidia là, comme étant celle qui l'a initiée. La maman voulait nier. Et puis le monsieur a dit, mais moi je sais que tu es sorcière, mais je voulais que ta fille parle. Et la petite a dit, c'est ma maman qui m'a initiée. Et il avait discuté. Ça faisait un peu honte quand tu assistais à la scène. Toi, ta propre fille t'accuse. C'est-à-dire la fille a 14 ans et elle t'accuse. C'est pas moi. La petite dit, c'est ma maman, c'est elle qui m'a accusée, c'est elle qui m'a initiée. Et puis elle explique comment sa maman l'a initiée et tout. Et quand les aveux commencent, la petite avoue que c'est elle qui est à la base de la stérilité de sa grande sœur, c'est-à-dire sous commande de sa maman. Donc, depuis le début du mariage, comme la mère ne pouvait pas s'opposer au mariage de sa fille, elle lui a adjoint sa petite sœur, c'est-à-dire la dernière, sous prétexte que elle a besoin d'une compagnie dans son foyer pour débuter. Alors que elle avait envoyé cette petite-là en mission pour détruire la vie de sa fille et de son mari. Et pendant que Karidia, dans la vraie vie, après 13 ans de mariage, est stérile, tiens-toi bien que elle a fait 4 enfants dans le monde de la sorcellerie avec sa petite sœur. C'est-à-dire que sa petite sœur, qui est femme dans la réalité, se transforme en garçon pour mourir sa sœur la nuit, l'engrosser, jusqu'à lui faire 4 enfants. Et non seulement ça, elle ne s'arrête pas là. Elle est maintenant femme. Et dans la sorcellerie, elle a fait 2 enfants avec le mari de sa grande sœur. Donc, comment une femme qui passe, par exemple, qui a fait 4 grossesses en 13 ans, puisse être enceinte dans la réalité? Tu conviens avec moi que c'est impossible. Et c'est la petite Karidia là encore, qui rend son frère là fou de temps en temps. C'est-à-dire, elle l'enlève dans la ville, elle va l'enchaîner dans la forêt du Banco, et après une semaine, pendant que tout le monde cherche l'enfant en ville là-bas, on le détache, et l'enfant il sort comme un fou. Et tout ça là, c'est sur commande de sa mère. Donc la maman maintenant, à son tour, celle qui niait au début, elle va avouer qu'elle est sorcière. J'ai oublié la petite Sarah, par exemple, quand on lui a demandé combien de personnes elle avait tué, je crois qu'elle avait tué 800 et quelques personnes. 800 et quelques personnes. Enfin, je ne me rappelle plus trop, mais je pense qu'il y a entre 800 et quelques personnes. Et non seulement ça, étant élève à Abidjan, elle a initié certaines de ses copines dans la classe. Maintenant, comme je reviens autour maintenant de la maman, dans les aveux de la maman qui niait, qui va maintenant reconnaître qu'elle est réellement dans la sorcellerie et que c'est elle qui a obligé sa fille, entre parenthèses, en envoyant en mission, étant donné que c'est elle qui est la reine, comment on appelle ça, à gâter la vie de sa fille Karidia et de son beau-fils. Maintenant, quand on lui demande à la maman elle-même combien de personnes elle a tué, elle va répondre qu'elle a tué 14 000 personnes. 14 000 personnes. C'est-à-dire que
Moi, ça fait depuis 2015 que je fais des recherches sur la sorcellerie. C'est la plus prolifique de tous les sorciers que j'ai eu à écouter. Elle a tué 14 000 personnes. Et puis, si c'était que 14 là, elle le disait en français, non. Elle le disait dans son ethnie, c'est-à-dire les Marocains. Et puis, son beau-fils traduisait. Ça veut dire qu'il n'y a même pas possibilité qu'elle se soit trompée, en fait. Et qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle fait pour tuer les 14 000 personnes? Parfois, elle provoque des accidents. Ou bien simplement, elle se transforme en corbeau. Elle s'envole dans les airs. Et puis, quand elle voit des gens qui sont attroupés comme ça, elle déverse une poudre noire. C'est-à-dire que si toi, tu es en train de manger, ça rentre dans ta nourriture, et tu rentres chez toi, tu t'en vas mourir, ni vu ni connu. C'est comme ça, cette femme-là. Après, les accidents, les maladies, tout ce qu'elle pouvait faire, en tout cas, elle a tué 14 000 personnes. Donc, au sortir de ces aveux-là, elles ont été délivrées. C'est pour dire quoi? Tout à l'heure, tu disais que, je ne sais pas, c'est Papa Google, voilà, qui disait que on met les puces sur les gens, de telle sorte que partout, c'est-à-dire que tu quittes Abidjan, tu vas aux États-Unis. S'il y a un sorcier dans ton quartier, il te reconnaît en tant qu'une cible potentielle. Et quand c'est comme ça, là, tu vois comment on appelle ça, les attaques tous azimuts, là, tu es forcément parmi les victimes. C'est-à-dire que tu seras l'un des premiers sacrifiés parce que tu as déjà un code de réception, un code de victimisation que le sorcier dans ton entourage, de ta famille a mis sur toi. Parce que tu as une proie pour tous les autres sorciers de la planète. C'est pourquoi on recommande la prière. Il n'y a rien d'autre que la prière. Bon, celui qui a peut-être son babadi là-bas, ça c'est lui qui voit. Mais comme la petite l'a dit tout à l'heure, la Lisa l'a dit tout à l'heure, ils vont te faire peut-être des remèdes pour 3 mois, 2 mois et tout. Mais la prière, le matin, toi la prière que tu dois faire, si tu es musulman, tu es chrétien, c'est ce que tu veux, mais le matin et le soir avant de sortir. Il n'y a que la prière qui peut nous prémunir des attaques comme ça, des personnes même qui ne sont même pas de notre famille, parce que notre famille nous a déjà mis à prix. Donc voilà, ça c'est la première histoire. Et puis bon, je vais monter pour une autre histoire qui s'est passée au Cameroun, là, le ciel est très intéressant. Donc voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Dans les commentaires. Bonsoir. Irini. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. L'histoire que je veux vous raconter, c'est mon histoire et je suis toujours dans ça et j'ai besoin de conseils après. J'ai rencontré mon mari il y a quelques années de cela. On était tous les deux étudiants. On se cherchait et avec le temps, on a fini nos études, on a trouvé le travail et on a eu des enfants par la suite. Mais mon mari n'était pas satisfait de son travail. Il trouvait que je gagnais plus que lui. Donc, il était bizarre. Avec le temps, même s'il ne me montrait pas, mais je voyais ça. Voilà comment un soir, il m'a dit, écoute chérie, je vais à une réunion. Il était dans les 21h30, 22h. Je vais à une réunion, je reviens. J'ai dit, mais c'est quelle réunion tu pars à 22h? La réunion là, ça sort 12. Sachant que ton travail même, tu n'as pas un poste, on va dire qu'on peut te déplacer à une heure aussi tardive pour faire réunion. Donc, il est parti à la réunion, il est rentré à 3h du matin. Quand il est rentré, il était tout bizarre, il transpirait comme si vraiment il avait fait quelque chose. J'ai demandé qu'est-ce que tu as fait, comment tu rentres à 3h du matin, tu es bizarre, tu trembles, qu'est-ce que tu as fait? Il ne m'a pas parlé, il allait prendre sa douche, il a dormi. Quelques mois après, il vient, il me dit, ah chérie, j'ai eu un nouveau poste. On m'a nommé, j'ai donné le dossier dans une société, on m'a nommé, j'ai eu un nouveau poste. Moi, étant sa femme, j'étais contente. J'avais pas de mauvaises idées qui me passaient par la tête. J'étais vraiment contente. Mais je voyais que avec le temps, mon chéri avait maintenant trop l'argent. Il avait maintenant les voitures, l'argent. Je me posais des questions, mais je n'arrivais pas à demander de peur de créer un problème. Donc, j'acceptais tout.
l'argent qu'il me donnait, j'acceptais les voitures, je prenais tout. Mais à un moment, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il sortait maintenant tous les soirs. Il sortait tous les soirs. Et à un moment, j'ai fait asseoir mon mari, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il n'a pas voulu me dire. Et on a un premier garçon qui avait, parce qu'il est décédé, qui avait 4 ans, notre premier fils. Il a commencé à être malade. J'emmenais l'enfant à l'hôpital, mais pas de situation. On a vu comment plusieurs médecins, mais pas de situation. Voilà comment je partais vers ma belle-mère, parce que je partais prendre conseil chez ma belle-mère. Parce que chez nous, au Gabon, quand on se marie à la coutume, on dit, quand il y a des problèmes, ne pars pas chez ta famille. Va chez la belle famille pour prendre conseil. Parce que si tu pars chez ta famille, tu vas salir l'image de ton mari. Donc, je suis allée chez ma belle-mère. Ma belle-mère n'était pas de bonne conseillère, comment je peux dire. Elle ne me conseillait pas comme une mère conseille sa fille. Elle, c'est mon fils, l'enfant est malade, va soigner l'enfant. Elle ne voyait pas que les ajustements de son fils étaient mal. Et par la suite, l'enfant est malheureusement décédé. C'était un trouble pour moi parce que c'était mon premier enfant. C'était un trouble pour moi. Et arrivé un soir, mon chéri m'a dit, écoute, on va sortir, on va aller tu vas m'accompagner dans ma réunion. Je dis, je n'étais jamais accompagnée dans ta réunion. Comment aujourd'hui je vais t'accompagner dans ta réunion? Bref, je me suis habillée, on est parti. Et arrivé à la réunion là, DMG, désolé. On était dans une sorte de maison, grande maison à Libreville. Je vis à Libreville. On était dans une grande maison à Libreville, mais la maison se situe au charbonnage. Il y avait des hommes habillés en costume, mais les costumes étaient tellement beaux que je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Voilà comment mon mari m'explique maintenant qu'il est rentré dans la Rose-Croix et qu'indirectement, il m'a vendu avec lui. C'est-à-dire, on forme maintenant une association parce qu'on avait des rapports. On avait des rapports non protégés, on avait ceci et il était une porte ouverte pour vendre notre enfant. J'ai failli devenir folle sur le coup, j'ai failli devenir folle. Je perdais la tête. Il m'a dit ce jour que tu ne peux plus partir, toi et moi on est liés jusqu'à la mort. Si je te dis que je n'ai pas pissé dans mes habits, c'est que je te mens. Je ne pouvais pas parler parce que je sentais que ma vie était en danger. Si je disais le contraire ou si je me mettais contre lui, je n'étais pas chez moi, j'étais dans une maison dont j'ignore avec des gens que j'ignore. J'ai juste répondu oui, d'accord, ok. Mais en répondant comme ça, je ne savais pas que j'étais en train de signer mon arrêt de mort. On est revenu à la maison, donc tout ce qu'il faisait, tout ce qu'on demandait de faire à mon mari dans sa Rose-Croix, il me mélangeait maintenant à l'intérieur. Il m'expliquait comment il couchait avec des jeunes filles pour prendre leurs étoiles, comment l'argent qu'il donne aux filles est d'abord travaillé et lorsque elles touchent l'argent là, il prend l'étoile des filles. Il m'expliquait ça comme ça. Je n'avais pas, déjà, je n'ai plus de maman, donc je n'avais pas de personne vers qui me retourner pour parler, à part ma belle-mère. Mais ma belle-mère n'était pas bonne conseillère, donc je suis restée dans ça. Je supportais. Il me sautait, il demandait maintenant d'avoir des rapports avec moi, de me faire des choses où quand on a des rapports, je dois lécher son je dois le sucer, je dois boire ses pipis. Mais il faut pas être aussi cru, hein, s'il te plaît. Désolée, je devais maintenant boire ses urines. Je devais, pendant les rapports, toutes ces parties intimes, c'était devenu comme son rituel. Et je me fanais. J'étais devenue l'ombre de moi-même parce que je m'étais mis dans une situation que je ne connaissais pas, dont je n'avais pas la connaissance, mais qui m'a juste surpris comme ça. On est toujours mariés.
on est toujours je n'ai pas encore demandé le divorce. On a eu une fille par la suite. Mais ma fille, je ne l'ai pas gardée quand j'ai accouché à certains mois. Je suis allée déposer mon enfant chez ma mère parce que j'ai trouvé l'excuse pour dire à mon mari que vu que je travaille, je ne peux pas garder mon enfant. Parce que je savais que si l'enfant restait dans la maison, l'enfant, il devait forcément aussi donner mon enfant en sacrifice. Et je ne voulais pas ça. Donc, je suis allée déposer l'enfant chez ma grand-mère. Plutôt chez ma tante qui est comme ma mère. J'ai dit, garde-moi l'enfant. Je vais subvenir aux besoins de l'enfant, mais à cause de mon travail, je ne peux pas garder l'enfant. Elle a accepté. Et c'était un énorme problème dans mon foyer. Mais tellement la situation devenait incontrôlable, ou jusqu'au point où il me demandait de coucher avec ses collègues. Et quand ses collègues couchent avec moi, ses collègues doivent me lécher. Ils doivent verser leur liquide sur moi. C'était devenu un danger pour moi. Alors, un jour, quand il était au travail, j'ai décidé de partir. J'ai laissé mon téléphone. Je suis obligée de passer par un compte qui n'est pas le mien parce que de peur que sa famille ou bien lui aussi tombe sur ça et il me retrouve. Je suis partie de la maison, j'ai laissé tout. Il est en train de me chercher dans Libreville, mais je ne veux plus retourner. Mais je passe le temps à faire des cauchemars, je passe le temps à avoir des cercueils, je passe le temps à... Je me sens pas... C'est comme si il y a quelqu'un dans mon corps. Et c'est un peu bizarre. Voilà pourquoi j'ai voulu monter pour un peu avoir les conseils s'il y a des gens qui connaissent des hommes de Dieu, parce que c'est une situation qui me dépasse. J'ai pas choisi cette situation, mais elle me dépasse. Donc j'ai été un peu bref pour ne pas être longue dans mon histoire. Wow. Ah, c'est terrible. Hein. En tout cas, dans les commentaires, ceux qui ont les solutions, pardon. York, c'est York quoi là? Merci beaucoup. Celui qui l'a mis en sourdine là, merci beaucoup. Voilà, donc dans les commentaires, tu pourras avoir des propositions. Il est libre à toi de choisir ce que tu voudras faire. Merci beaucoup pour l'histoire et ta franchise. Et je voulais aussi attirer l'attention des jeunes filles, même des mamans, qui font très attention. Les hommes que vous voyez, même les hommes mariés qui sont bien là, faites très attention parce que derrière l'argent qu'ils vous donnent là, il y a des mauvaises paroles, il y a des sacrifices. Les hommes mariés qui viennent vers vous pour vous draguer en vous disant « Moi, ma femme, ça ne va pas, ma femme est comme ça, ma femme comme ça. » Vous ne connaissez pas le pourquoi ça ne marche plus avec sa femme. Donc, de vraiment être très, très attentive et prudente et surtout de prier. Avant de sortir de chez vous, priez parce que les hommes, vous pouvez le voir bien en apparence, mais spirituellement, c'est un grand démon qui est derrière ce beau visage. Donc, surtout, je m'adresse aux jeunes filles, à mes sœurs, de faire vraiment, vraiment attention. Le monde, l'argent là, c'est le diable. L'argent là, c'est vraiment le diable. Faites vraiment attention à vous. Voilà. Merci beaucoup, Lucia. Ok. Au revoir. Merci pour les conseils aussi. Ok. Si j'ai demandé qu'elle ne donne pas trop de détails sur le plan sexuel, c'est parce que il y a beaucoup de jeunes qui suivent le direct. C'est pas forcément les gens c'est pas forcément la trentaine ou la vingtaine. Il y a aussi parce que tous les parents qui sont là, ils aimeraient bien que leurs enfants écoutent. L'option d'être sensibilisé. Alors si on vient ici, on est cru. On donne tous les mots comme ça là, ouais, c'est pas aussi évident. Donc essayons de défiltrer un peu le mot. Il y a les thèmes techniques. Et même TikTok censure justement. Je connais plusieurs maisons. Une fois, je suis entré dans un direct. Je ne sais pas c'est qui faisait le direct. Ça veut dire une de nos abonnés ici, Abondance. Non, c'est pas. Il y a une qui fait le direct là. Je suis monté dans son direct. Et dès qu'elle m'a vu, elle m'a appelé toute la famille. Et le DMG là, DMG, c'est tout, tu vois, les plus jeunes, les plus petits là, tout le monde. Donc ça veut dire qu'ils écoutent. Donc s'ils tombent sur des histoires avec des parties intimes crues, des séances sexuelles explicites là, c'est pas bon. Diamant Rose, bonsoir. Oui, bonsoir DMG. Oui, c'est pour intervenir par rapport à la fille de tout à l'heure. C'est pour lui donner un conseil. Ce que j'ai retenu de son histoire, c'est que elle a juste été une proie. Voilà, ça a été un plan déjà.
C'est un plat bien établi. Le mec ne l'a pas épousé parce qu'il aimait, c'est parce que voilà quoi. Il savait déjà ce qu'il devait faire et tout. Il savait déjà il devait déjà... Bref, il était déjà dans ce truc-là depuis. Donc, elle était juste une cible. Et j'ai été choquée quand elle a appelé son mari. Elle a dit mon chéri. Elle continue à l'appeler mon chéri et tout. Quand le mec, il veut sa peau. Donc, tout ce que je peux lui demander, c'est de prier. Il faut qu'elle prie. Si elle était ici en France, franchement, j'allais lui faire rencontrer un prêtre exorciste, mais dommage. Et qu'elle essaie de télécharger l'application Kanguka. Et voilà. Qu'elle essaie d'entrer en contact avec ce monsieur. Et je pense que ce monsieur aussi pourra l'aider. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup, Jamano. Depuis le Gabon, j'ai plusieurs histoires, mais je vais commencer par celle-là. Est-ce que vous pouvez monter un peu le volume, s'il vous plaît, le volume le tonus de la voix? En 2015, merci. Je cherchais à passer les stages. Peu importe les stages, en tout cas, je voulais passer les stages. Donc, je suis allée déposer mon papier au niveau du ministère. Je devais aller déposer mes papiers au niveau du ministère du Travail. Donc, j'attendais le taxi. On va dire quoi, à Siban. J'attendais le taxi. Voilà, il y a un véhicule qui vient garer devant moi. Quand le monsieur gare devant moi, je me dis que c'est pas pour moi parce que nous sommes nombreux à attendre le taxi. Donc le monsieur, il est passé et il allait tourner pour revenir garer devant moi. Bon, maintenant il me fait signe que, mademoiselle, c'est pour vous que je me suis arrêtée. Donc je monte dans le véhicule du monsieur, commence à rouler, il me demande tu vas où, mademoiselle? Je dis je suis en train d'aller déposer des papiers parce que je dois passer des stages. Il me dit donc quoi? Je dis peu importe, je veux juste passer des stages parce que depuis que j'ai terminé la formation, je suis assise à la maison et ça me dérange. Il me dit il n'y a pas de souci. Tu vas vers où? Je l'indique où je vais. Il me dit c'est également mon chemin. Je monte. On est en train de papoter. On papote. Lui, son bureau est carrément avant où moi j'allais déposer les papiers aussi. Donc il me remet 10 000. Il me dit 5 000 francs tu me fais le crédit, 5 000 francs tu te fais le crédit. Je lui dis il n'y a pas de souci. Donc quand tu termines de déposer ton papier, après tu reviens. Tu demandes mon nom, tu demandes après moi au niveau du secrétariat. Et puis on ne va pas te faire traîner. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Je termine, je dépose mes papiers. Je fais le dépôt, le flash, monsieur de 5 000, et je me suis fait le dépôt, le flash aussi de 1 000. Je reviens, je cogne devant la porte du secrétariat. Donc je rentre, je m'annonce, et puis on m'annonce aussi au monsieur. Donc je ne me traîne pas, je rentre. Parce qu'il était le DG de la société, moi je ne savais pas. Donc je rentre, je m'assois. Il me dit, ça s'est bien passé, tu as bien déposé les papiers et tout. J'ai dit oui, ça s'est bien passé. Maintenant, tu vas passer quand? J'ai dit, on m'a demandé de repasser dans 2 jours. Il me dit, ok, comme ça, on t'a prise déjà là-bas, c'est une bonne chose. Et les papiers et tout. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Ils m'ont dit, je viendrai signer dans les 2 jours quand je vais arriver. Il m'a dit, ok. Bon, mais là, tu veux qu'on aille manger où là? Tu n'as pas petit déjeuner depuis ce matin? Je dis non. Il m'a dit, ok. Donc, on est sorti de là. Après, on est allé au resto, on a pris un petit déjeuner. Il m'a remis une enveloppe kaki où il y avait l'argent à l'intérieur. Donc, j'ai pris les sous. Il me dit, non, ça, c'est pour ton taxi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et après, on s'est vu le lendemain. Quand j'ai terminé, le deuxième jour, où je devais aller commencer les stages et signer les papiers et tout. Donc, je suis allée. Et puis après, à midi, à la pause, parce qu'on terminait à 15h, à midi, à la pause, je l'ai appelé. Il m'a dit, je suis en bas, descends, et puis on va aller manger. Je suis allée, on a mangé. Yeah. C'était comme ça. Donc, on va dire quoi? En moins d'1 semaine, le monsieur vient me dire, non, j'ai envie de rencontrer tes parents. Je lui dis, ah bon, déjà? Il me dit, oui, j'ai envie de rencontrer tes parents. Et puis aussi, je voulais t'emmener dans une clinique qu'on aille faire aussi des examens et tout. Il a son propre médecin. On est allé à la clinique.
On a fait les examens. Le même jour, le médecin, au lieu de m'appeler moi, c'est le monsieur qui l'appelle. Donc, c'est le monsieur maintenant qui m'appelle aussi pour me donner maintenant mes résultats des examens. Il me dit non, tu es en bonne santé et tout, oui, oui. Mais ça, c'est une fille qui se garde très bien. Tu es en bonne santé, ça me plaît vraiment, ce genre de jeune fille. J'ai dit ok. Mais moi, ça m'a un peu dérangé du fait que ce soit par lui que le médecin passe, au lieu que ce soit moi-même qui vais récupérer les résultats le lendemain. Donc après, le monsieur me dit, il va aller rencontrer mes parents. Je suis venue, j'ai dit à maman que j'ai fait la rencontre d'un monsieur. Désolée. J'ai fait la rencontre d'un monsieur. C'est un papa. Parce qu'on va dire, en ce temps-là, je devais avoir dans les 24 ans, 25 ans. Donc le papa était déjà dans la quarantaine. Il était même plus grand que ma mère à l'époque. Donc, le monsieur a dit, il va arriver à la maison. J'ai dit à maman et tout. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire quand la mère doit recevoir le beau-fils à la maison. Donc après, il garde la voiture à là-haut. Mais lui, sa voiture ne peut pas durer longtemps quelque part parce qu'on peut reconnaître sa plaque d'immatriculation. Ça, c'est ce que moi j'avais remarqué parce qu'à chaque fois, quand on allait dans des endroits, à des moments même on fermait la plaque d'immatriculation, je me demandais un peu pourquoi il faisait ça, machin. Donc, il ne pouvait pas durer aussi longtemps chez mes parents. On a fait les présentations et tout. Il a laissé l'argent à ma mère, il a laissé l'argent à mes petits frères. On est remonté et on est allé. Je suis allé en pharmacie, lui il est allé où je vous épargne les détails. Voilà. Donc après, il fallait qu'on vienne passer, on va dire quoi, le week-end sur Port-Gentil. Parce que lui, il avait un séminaire et il voulait que je l'accompagne. Et toi, tu as vu son week-end. Lui, il est venu le vendredi. Allô? Non. Je n'ai pas vu son rapport médical. Mais il m'a emmené mes résultats à moi. Pour son statut, je ne connaissais pas. Mais pour moi, avant, je me disais que bon, comme il me demande pas, comme il me montre pas son statut, ses papiers d'examen et tout, c'est qu'il est en bonne santé. Ça, c'est ce que moi, je me disais. Mais tout en utilisant le préservatif. Mais jusque-là, on n'avait pas encore fait du rapport. Quand on va maintenant sur le week-end à Port-Gentil, on n'a pas encore fait des rapports. Lui, il est arrivé le vendredi et moi, j'arrivais le samedi. Donc, il est venu me prendre pour et tout. Ils m'ont emmené à l'hôtel. Pardon, là où il était descendu. Donc, c'est ce qui m'a un peu... C'est à partir de là que j'ai un peu commencé à vraiment tiquer sur le gars. Parce que quand on entend parler, je lui ai dit non, si tu remarques un peu que dans la nuit, je n'ai pas de sommeil, c'est parce que ce sera la première nuit que toi et moi, on va passer ensemble. Le gars se fâche carrément. Est-ce que moi, je t'ai forcé de venir passer le week-end avec moi ici sur Port-Gentil? Tu n'étais pas obligé et tout. J'ai dit, mais pourquoi tu te fâches? Je te dis juste que si tu vois que je ne dors pas assez la nuit, c'est parce que c'est la première fois. Tu n'as pas besoin de t'énerver. Mais il était vraiment en colère. Vraiment en colère. Je me posais la question de savoir pourquoi il se met en colère. Bon, après, on a joué un peu. Je l'ai embêté pour qu'il fasse un peu descendre les esprits là. Voilà. Et là, on a fait les rapports. Donc, on est allé au magasin et tout. On a fait des rapports protégés. Et tout en faisant les rapports, je priais aussi dans le cœur. Pendant l'acte sexuel, je faisais même les prières dans le cœur. Voilà. Donc, on faisait les courses, on allait au magasin. Et j'avais remarqué que quand on allait faire les courses aussi, je ne pouvais pas toucher les articles. Il était obligé d'appeler quelqu'un. Donc, moi, je pointe du doigt. Et puis, le monsieur fait descendre l'article. On met dans le... Voilà. Donc, c'est la grande dame. Tu ne peux toucher à rien et tout. Maintenant, il s'avère qu'un jour, je dis à maman, non, maman, le monsieur là, j'ai l'impression qu'il est dans la loge. Maman me dit, non, il n'est pas dans la loge. Il fait dans la loge. Même s'il est dans la loge, est-ce qu'il va te vendre? Je dis, ah, maman, le monsieur là, il est louche. Après, moi, le lendemain, quand il vient me prendre pour me déposer au boulot, je lui demande, ah, toi, tu n'es pas dans la loge. Il me dit, tu me vois avec quoi en main? Je n'ai même pas un bijou, pas de quoi, papa. Je dis, ah, toi, tu es suspect. Moi, j'ai l'impression que tu es dans la loge. En fait, il banalise le sujet. Il veut en fait que je dame sur le sujet. Voilà. Donc, maintenant, maman, tu sais, les mamans là, elles sont contentes. Il y a l'argent. Quand tu veux le téléphone, tu demandes au monsieur que voilà, maman veut un téléphone, il te donne l'argent et tout. Maman est contente. En même temps, papa et maman sont diacos. On dit ça comme maman diaconesse, papa diaconesse. On dit comment le masculin de diaco, quoi là. Voilà. Donc,
Un jour à 23h, le monsieur m'appelle, il me dit, mais Laurine, tu as 3 yeux. Je lui dis, j'ai 3 yeux. Il me dit, oui, Laurine, tu as 3 yeux. Mais on ne peut pas parler maintenant, on va parler demain. Je dis, ok, demain. Donc, quand le matin, il vient me chercher, je lui pose la question maintenant que, mais tu m'as dit que j'ai 3 yeux dans la nuit. Pour quelle raison? Il me dit, non, je ne veux plus parler du sujet là, je ne veux plus parler de ça. Mais il n'arrive pas à me regarder dans les yeux. Il commence à tiquer. Je dis, mais en temps, le gars m'avait déjà pris une voiture. Et puis, je m'apprêtais à faire auto-école. Et j'étais aussi, on va dire quoi, actionnaire dans ces sociétés. Voilà. Donc, on est dans la voiture. Il ne veut pas qu'on parle du sujet. Il ne veut même pas me regarder. Et puis, quand je lui dis non, j'ai besoin des sous, il ne me donne plus l'argent à la main. Si je dis maman demande, je lui donne le numéro de maman et puis fait le dépôt. Et puis après, on s'est séparés comme ça. Comme ça que notre histoire est terminée. On s'est jamais dit c'est fini. C'est juste quand il m'avait appelé pour me dire j'ai 3 yeux. Donc, je sais pas ce qu'il a voulu faire ou s'il a tenté de faire quelque chose. Voilà, c'était ça mon histoire. Ça fait combien de temps que l'histoire s'y a... Que ça s'est passé? Oui. Bon, ça fait au moins, on va dire quoi, 8 ans, 9 ans maintenant. Ok, merci beaucoup pour l'histoire. Allez commenter. Merci. Allô, bonsoir DMG. Bonsoir la famille. Ça va. Bon, j'aimerais vous raconter ma propre histoire. Je suis ivoirienne. Et l'histoire que je vais raconter, elle date de 2011. Voilà. J'étais allée en vacances dans une ville de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, j'ai contracté une grossesse. Et quand je suis revenue après les vacances à Abidjan, mon papa a demandé que je y retourne dans la famille du père de l'enfant, en fait, pour accoucher. Donc, je suis allée, vu que la ville, il y avait, à Daloa, il y avait mes parents aussi maternels là-bas. Donc, ça ne dérangeait pas. Je suis restée dans la famille du père de l'enfant en attendant l'accouchement. Ça se déroulait bien. Et à un moment donné, dans le secteur, c'était devenu fréquent dans la ville entière même. Les femmes qui allaient accoucher, soit elles meurent, soit c'est le bébé qui reste, soit c'est les deux qui restent. Bon, on avait des voisines. À chaque fois qu'une partait accoucher, on nous annonçait que le bébé est décédé ou bien que la mère est décédée. Donc moi, comme j'étais enceinte, j'avais peur de tout ça. Donc ma tante qui était là-bas, ma tante a conseillé que je vienne chez elle. Étant enceinte, je vienne chez elle pour qu'on fait des rituels là. Le jour de mon accouchement, tout va bien se passer. Donc, je vais chez ma tante le soir et on était 3 femmes enceintes. Elle a dit que on va se rendre à une rivière aux environs de 4 heures pour faire un bain. Donc, on a passé la nuit chez elle. Et quand on est arrivé, aux environs de 4 heures du matin, nous a réveillés et nous sommes allés à la rivière. Bon, on s'est lavé, on a pris nos bains au bord de la rivière, tout. Nous sommes rentrés. Et après ça, je suis rentrée chez le père de l'enfant. Étant là-bas, je me sentais pas bien dans ma grossesse. Donc, ma belle-mère en question m'a envoyé chez un marabout pour aller consulter, voir si ma grossesse va bien se passer, si le jour de l'accouchement, tout va bien se passer. Et nous sommes allés chez le marabout. Il a consulté, il a dit oui, que vraiment ça sera compliqué. Mais lui, il va nous donner des poudres. Là, le jour de l'accouchement, quand j'ai des contractions, je prends cette poudre-là. Ça va me faciliter l'accouchement. Donc, la veille de l'accouchement, 2 jours avant l'accouchement, j'ai commencé à avoir des contractions. Ça n'allait pas. Bon, vu que j'étais seule à la maison, ma belle-mère étant sortie, je suis restée seule jusqu'au soir. Le père est venu, il m'a accompagnée en famille, chez ma famille. Bon, comme
ma tante, elle fait les accouchements à domicile. Ils ont essayé de faire tout, ça ne marchait pas. Donc, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Arrivé là-bas, les sages-femmes ont tout fait, Le bébé ne venait pas. Pendant ce temps, ma belle-mère n'était pas là. Avec le médicament, on lui a prescrit, elle n'était pas là. Elle était sortie avec. Donc, ça n'allait pas. On l'appelle pour lui dire, que vraiment, ta belle-fille veut accoucher, mais c'est compliqué. Les sages-femmes même se sont dit quoi? Oh bon, vu qu'on est dans un mois de carême, elles vont aller se reposer, tout. Depuis 22 heures, je suis là, ça ne marche pas. Elles sont fatiguées. Elles m'ont même fait des injections. Les femmes enceintes connaissent ça. Quand tu vas, que tu n'arrives pas à accoucher, on te fait une injection. On appelle ça le piqûre de la folie. Là, tu fais tout, mais l'enfant va sauter. Elles ont fait ça, tout. Rien n'a marché. Donc, elles sont allées, mais elles m'ont laissé avec mes tantes. Elles ont dit, qu'est-ce que l'enfant veut venir appeler nous parce que nous, on est fatigués. Donc, je suis restée là jusqu'à 4 heures du matin. Ça ne venait toujours pas. C'est à 4 heures que ma belle-mère s'est amenée avec le médicament et elle m'a donné. Dès qu'elle m'a donné le médicament net, ça n'a même pas fait 10 minutes. L'enfant est sorti. Donc, l'enfant est sorti. Après ça, on est rentré à la maison. 2 mois après, moi, je suis revenue à Abidjan en famille. Tout. L'enfant a commencé à grandir 1 an et quelques. Donc, il devait retourner là-bas pour pouvoir sévrer l'enfant. Donc, pendant ce temps, je ne connaissais pas les histoires. Mon papa est musulman. Le côté maternel, bon, ils sont animistes. Donc, je ne connaissais même pas, je ne savais même pas où m'orienter. On me parlait de Jésus, mais tout, c'était pas dans ma tête, au fait. Donc, un temps, j'étais assis. Avant d'effectuer mon voyage à Daloa pour sévrer ma fille, j'étais là, et puis il y a les gens de Dieu qui ont passé, qui sont venus évangéliser, qui nous ont invités à la prière, tout. Bon, je me suis rendue à la prière. Prier, de temps en temps, j'allais là-bas. Jusqu'à un jour, on était là pendant la prière, puis le pasteur a dit qu'il y a une jeune fille ici. Tout, il s'adressait à moi. Donc, je suis venue après la prière, je suis venue le voir. Il m'a dit, que ma fille, que tu veux effectuer un voyage pour aller dans telle ville. Pour quelle raison? Donc, il lui a expliqué, que je veux aller là-bas pour pouvoir sévrer ma fille. Mon papa vient de se marier, vraiment, c'est compliqué à la maison avec sa nouvelle femme. Donc, je dois sévrer ma fille dans le stress, là, ça va pas m'arranger. Je vais aller, elle, chez ses parents. Là, comme ça sera plus facile pour moi. Il m'a dit, non, que ma fille, il faut pas effectuer ce voyage-là. Si tu veux, je peux bénir ta main. Tous les commerces que tu vas faire, ça va marcher. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va marcher. Mais il faut pas effectuer ce voyage. Il dit, que vraiment, pasteur, je vous écoute, mais si vous pouvez faire des prières pour que je puisse bien effectuer ce voyage, aller sain et sauf pour revenir, vraiment, sinon moi je peux pas rester ici pour servir ma fille. Le pasteur dit, au fait, il y a un esprit là-bas qui t'appelle, au fait. Si tu vas, ça sera pas bon pour toi, ma fille. Il dit, papa, il faut prier pour moi, tu me donnes une huile bénie, arriver là-bas, je sais comment gérer. Je sais que la prière aussi, là, quand tu n'as pas la foi, quand tu fais pas avec la foi, ça n'agit pas. Il a dit, bon, comme tu insistes, toi est dans ta main, mais je t'aurais prévenu. Donc j'ai pris l'huile, je suis allée à Daloa. Le premier jour, dès que je suis arrivée, je suis tombée malade. J'ai commencé à me sentir mal. Bon, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les longues distances. Donc, ma belle-mère m'a dit, que ça doit être la fatigue. Demain, dans 2 jours, ça va passer. Le lendemain, ça s'empirait. Vraiment, mon état commençait à s'empirer. Donc, 1 semaine après, ça n'allait toujours pas. Jusqu'à un soir, mais j'étais couchée. Et avec le père de ma fille. Et puis, j'étais en train de me souffler. Je me soufflais. J'arrivais pas à respirer aux environs de 2 heures du matin. Et lui, il s'est demandé, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, il n'arrive pas à respirer, si tu peux me siffler. Pendant qu'il est en train de me siffler, le mari de sa mère, c'est-à-dire ma belle-mère, son mari, il est sorti en chambre, tout en transe. Jean, il était tombé en transe et puis il est venu tomber sur moi. Elle est où? Il est tombé sur moi 2 heures du matin. Il dit, faites-la sortir de la maison. Ils m'ont mis au milieu de la cour, il a commencé à prophétiser. Il dit non, que cette nuit-là, que c'est pas bon, qu'il y a un combat qui est là, qu'il y a Dieu, il y a Jésus qui m'a envoyé vers toi. Bon, je vais dire que lui aussi, l'animiste, les histoires de Dieu, il pensait quelque chose, il prend pas au sérieux. Donc, nous tous, mais ça nous a étonnés, on a pris ça au sérieux. Faites-la sortir de la maison, faites vite. Il a commencé à dire, que vraiment, où tu es là aujourd'hui, là, ils t'ont envoyé ici pour te tuer, pour mettre la responsabilité sur ta belle-mère que tu es là. La nuit, là, ils sont là. L'Esprit de Dieu m'a envoyé vers toi pour te délivrer. Il faut que ce qu'on me demande de faire, il faut que tu fasses ça avant 5 heures du matin, sinon ça ne sera pas bien pour toi. Tu vas répéter 3 fois victoire. Si tu as pu répéter les 3 fois victoire, tu seras sain et sauf. Mais moi, ici, quelqu'un n'y arrivait pas aussi à prononcer. Il dit, fais vite, l'Esprit de Dieu est là, ça me fatigue. Ils sont là, ils nous regardent. Il faut l'Esprit de Dieu aussi est là, il me regarde. Fais vite, j'arrive pas. Je suis fatigué, fais vite, tu vas me libérer. Parce que lui, il était en transe, il n'arrivait pas toujours à prononcer. Donc, il a dit, puisez l'eau du puits pour verser ciel. Ça va décoller ses lèvres. Donc, ils ont puisé l'eau du puits, ils ont versé sur moi première fois, il n'arrivait pas à prononcer victoire.
Ils ont plusieurs 2 fois, ils ont versé sur moi, c'est sorti en léger victoire. Il dit non, prends courage. Après que j'ai pu prononcer les 3 fois victoire, ils m'ont fait rentrer, ils m'ont fait coucher. Et après, quand il s'est réveillé de sa transe, il est venu, il a versé le sel sur moi. Il a dit qu'on devait laisser le sel sur moi jusqu'au matin. Donc, j'ai dormi avec le sel jusqu'au matin. Avant ça même, parce qu'il a sauté plusieurs étapes, avant ça même, pendant ma grossesse, j'avais rêvé que on voulait me poignarder dans le ventre et j'ai tourné le dos. Donc, c'est sur les fesses qu'on m'avait poignardé en rêve. Mais quand je me suis réveillée, les traces étaient là. Le trace où on voulait me poignarder là, c'était encore sur mes fesses. Ça avait fait un trou, même un creux. Même quand je portais un pantalon ou un collant, on pouvait sentir qu'il y avait un creux sur les fesses. Mais quand il a fini le lendemain, ça allait un peu, je me suis levée un peu, il était assis dans la cour, ça allait. Une semaine après, je me suis rétablie bien. Pendant ce temps, avec les autres filles qu'on avait fait le bain, là, il y a une qui a perdu l'enfant à la naissance et à l'autre, elle avait bien accouché, mais après, elle a eu les complications des saignements et on l'a ramenée à l'hôpital. Moi, quand je me suis sentie bien, je suis rentrée dans ma famille. Il y a su que ma tante avait fait quelque chose qui vraiment n'était pas bien. Hormis ça même là, une autre histoire avec ma mère que je vais raconter une autre fois. Mais la tante en question même, elle était un peu louche. Donc quand le monsieur a fini de prier pour moi, je me suis dit quoi qu'il avait donné ma vie à Dieu. J'ai commencé à prier avec l'huile bénite que le pasteur m'avait donnée. J'ai commencé à prier fort parce qu'au début, je priais, mais malgré ça, je suis quand même tombée malade. Parce que peut-être que j'avais pas trop la foi, je savais pas utiliser l'huile sainte aussi. Donc après ça, j'ai commencé à utiliser l'huile sainte. Quand je vais, mais je regarde ma tante, je souris. Parce que quand elle me regardait, j'ai comme l'impression qu'elle avait un peu peur. Ou bien elle se disait que j'allais la démasquer. Rien. Bon, en tout cas, ça s'est bien passé pour moi. Ça s'est bien passé. Ma fille, elle va bien. Jusqu'à présent, j'ai pas encore mis les pieds à Daloa. Depuis que je suis quittée pour l'étude de ma fille, j'ai pas encore mis les pieds à Daloa. Jusqu'à ce que ma tante là ne meure, j'ai pas encore mis les pieds là-bas. Donc c'était ça ma petite histoire. Pour ma mère, ça c'est une autre histoire que je vais remonter prochainement pour raconter. Merci à tous. Bonne soirée. Bonsoir DMG. Bonsoir maman. Je vais parler d'une histoire qui concerne ma soeur Blanche, donc tu connais un peu. Je reviens à cette histoire des intouchables de Dieu. Les intouchables dans le sens où il y a des gens qu'on ne peut pas prendre pour sacrifice. Donc, en 1980, entre 93 et 95, Blanche, elle a vécu un peu au Cameroun. Chez sa soeur qu'on appelait Tanti, qui avait le mari blanc exploitant forestier. Donc, dans le quartier, elle a fait la connaissance d'une dame qu'on va nommer Tata Néné. Tata Néné a vu un jour Blanche passer dans la rue et puis elle l'a abordée, sachant qu'elle connaissait Tanti. Et elle a dit à Blanche qu'elle aimait bien son affaire, donc elle voulait la prendre comme sa fille de quartier. Donc c'est comme ça, il y a une amitié qui a débuté. Donc des fois, quand Tata Néné devait partir à ses réunions, l'histoire s'est passée à Yaoundé. Hein. Quand Tata Néné devait partir à ses réunions, elle venait chercher Blanche pour que Blanche l'accompagne. Donc quand elles arrivent là-bas, il y a le repas, il y a la boisson, il y a tout. Blanche, elle buvait, mais par contre, elle ne mangeait pas. Parce qu'elle s'arrangeait toujours à manger avant d'arriver à la réunion. Donc, pendant le repas, la beuverie et tout, les femmes là parlaient, c'était une réunion de femmes. Les femmes là parlaient en français. Par contre, dès que le repas finit et qu'il fallait commencer la réunion à proprement parler, elle ne parlait qu'en langue. Bon, je vais dire Yaoundé parce que je ne connais pas bien. Je sais qu'il y a Douala et tout, mais je connaissais Yaoundé là. Les gens de Yaoundé, je ne sais pas de quelle ethnie ils sont. Donc, les gens parlaient qu'en langue. Une fois que la réunion commençait, elle ne parlait qu'en langue. Et maintenant, au moment de la cotisation, puisqu'elle dit que c'est une réunion où on fait la tontine et tout, au moment de la cotisation, elle ne sortait jamais de l'argent. Qu'est-ce qui se passait? C'est-à-dire, toi, tu prends ton sac, tu passes à ta voisine prend son sac, elle passe à l'autre voisine. Bon, Blanche, elle assistait, elle s'est dit, ben, la dame dit c'est une réunion de tontine,
Ou bien c'est à cause de ma présence qu'elles ne veulent pas sortir de l'IAS bébé et tout. Donc quand c'est comme ça, Blanche finalement, à chaque fois qu'il fallait arriver aux cotisations, elle partait s'asseoir dehors pour attendre que la réunion finisse et puis Tata Néné la retrouvait là et puis elle partait. Donc elle lui demande mais c'est quelle réunion? Elle dit non, c'est la réunion de femmes et tout. Bon, c'était comme ça. Donc elle a fait plusieurs fois, elle accompagnait Tata Néné à la réunion. Et puis un jour, la dame lui demande, Blanche, est-ce que ta maman vit toujours? Elle dit oui, ma maman vit. Et puis elle lui dit, mais tu sais qu'elle va mourir. Et Blanche lui dit, oui, je sais que ma maman va mourir. Elle dit, non, mais elle ne peut pas quand même mourir de manière gratuite comme ça. Elle dit, mais je ne comprends pas. Normalement, tout être humain est appelé à mourir, mais quand tu demandes si elle va mourir gratuitement comme ça veut dire quoi? Et Tata Néné qui lui dit, tu sais, tu peux la donner. Je vais lui donner comment? Non, tu peux la donner et puis, en échange de cela, tu peux avoir de l'argent. Donc, Blanche, toute curieuse, elle demande à Tata Néné, mais je donne, avoir de l'argent, c'est quoi? C'est quel argent? Elle dit non, ça dépend du montant que toi tu veux. Si tu veux, par exemple, avoir 200 000, tu peux être chez toi à la maison et puis l'argent va apparaître chez toi comme ça à la maison. Et ça, Blanche dit non, que ça ne m'étonne pas. Elle dit non, mais si ta maman meurt, d'abord, vous êtes combien d'enfants? Bon, dans la famille de Blanche, ils sont 8 enfants. Elle dit, mais si tu donnes ta maman là, vous les 8 là, toi tu peux prendre l'argent et t'occuper de tes 8 là, il n'y a pas grand chose à faire. Blanche lui dit non, ça ne m'intéresse pas. Mais comme la dame l'aimait beaucoup, elle continue. C'est vrai qu'elle s'était à un moment donné retirée de la dame parce que cette proposition était vraiment assez bizarre. Mais elle n'a pas totalement coupé avec la dame. Et entre-temps, ce qu'elle avait remarqué, à chaque fois qu'elle partait chez Tata Néné, comme elle ne causait pas avec les gens de la maison, elle était dans la chambre de la dame. La dame, dans sa maison, c'était une villa cossue avec de l'eau, comment on appelle ça, un chauffe-eau. Mais à chaque fois que la dame devait se laver, elle partait faire bouillir de l'eau dans la cuisine. Et elle rentrait avec le seau dans la douche. Mais Blanche, la dame, l'eau qui était vraiment bouillante là, quand la dame veut se laver avec ça, on n'entend pas, genre, comme si elle mettait une addition d'eau froide pour pouvoir, comment on appelle ça, équilibrer la température. Mais c'est avec cette eau chaude, bouillante là que la dame se lavait. Donc au fil du temps, Blanche a remarqué qu'il y a des fois, Tata Néné avait du mal à marcher. Donc une fois, elle lui a demandé, mais Tata Néné, quand je viens chez toi, à chaque fois que tu vas te laver là, c'est l'eau bouillante que tu prends et je ne t'entends pas refroidir cette eau-là. Comment tu peux utiliser une eau aussi bouillante pour te laver? La dame dit non, un jour je te dirai. Un jour je te dirai. Maintenant, Blanche aussi, elle a remarqué que Tata Néné avait 2 enfants. Elle a un premier fils qui est décédé et sa fille, sa deuxième, c'était une fille. À 15 ans, la fille a quitté la maison, elle allait faire un mariage cru parce qu'elle ne voulait plus rester avec sa maman. Et Tata Néné, elle était mariée avec un Nigérian du Biafra. Donc, à chaque fois, elle lui demandait, mais pourquoi? Finalement, la femme lui dit, bon, un jour, je vais te dire. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'elle fait? Pendant qu'elles sont dans sa chambre, la dame se dénude et puis elle montre ses parties intimes à Blanche. Elle avait le sexe féminin et puis le bazooka du garçon. Oui. Et tout était des plaies. C'est-à-dire, ça, ces parties génitales, en fait, il y avait des plaies comme des yeux humains, mais c'était des plaies. En fait, c'est ce que la dame partait chauffer dans la maison. Chaque jour qu'elle partait se laver. Et il n'était pas connu d'activité financière, mais la dame, elle avait l'argent. Et non seulement ça, elle-même, la Tata Néné, sa mère était une pharmacienne qui avait de l'argent, qui avait des voitures. Mais quand tu arrives là où la maman l'a habité, là, c'est-à-dire c'est des maisons en tôle. Mais par contre, quand tu rentrais à l'intérieur, tout ce que tu ne pouvais même pas imaginer qu'il y avait dans cette maison-là. Et du coup, Tata Néné, elle avait fait un premier mariage avant qu'elle ne marie ce Biafra là. Et c'est ce monsieur-là qui disait que non, que quand il était avec sa femme au début, elle n'était pas hermaphrodite. Elle n'avait pas les 2 sexes. Et à chaque fois, comme elle partait, elle marchait ensemble. C'est là un jour, finalement,
Tata Néné va dire à Blanche, comme tu es ici à Yaoundé là, quand tu vas croiser un nouvel ami, tu dis, dès que la personne essaie de faire connaissance avec toi, tu dis à ton fort intérieur, si tu me donnes dans le femme là, ça va pas me prendre. Et quand tu dis ça, automatiquement, si quelqu'un était venu envers toi avec des mauvaises intentions, le truc, ce qu'il allait faire, ça n'allait pas réussir. Et le résumé, c'est quoi? Sûrement que cette dame-là, quand elle a vu Blanche, elle avait tenté d'elle-même l'amener aussi dans leur groupe là-bas, et ça n'a pas marché. Et comme ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a fait la proposition sûrement d'adhérer. Et Blanche, tellement elle voulait savoir ce que la femme voulait en venir, elle a joué les intéressés, puis la dame lui a dévoilé le truc que non, en fait, notre réunion là, c'est le femme là qu'on vient, et voilà, on donne ce qu'on peut donner, et on reçoit un certain montant par tour. Sauf que, ayant déjà donné son premier fils, sa fille qui restait, la fille l'a fui. Elle est sûrement peut-être partie se protéger quelque part. Donc, du coup, la dame était obligée de donner une partie de son corps. Et son mari, sûrement aussi dans les mêmes choses, parce qu'ils sont restés mariés malgré que elle avait ses parties génitales totalement pourries et puis elle avait les deux manchins de femmes et des garçons. Donc, comme je disais, Blanche, la chance qu'elle a, c'est que c'est quelqu'un qui Dieu a vraiment sa main sur elle jusqu'au jour d'aujourd'hui. On est ensemble même ce week-end-là. C'est parce qu'elle a du mal à monter qu'elle m'a raconté cette histoire-là pour que je te la raconte. Elle a vraiment la main de Dieu sur elle. Donc, ceux qui passent leur temps à sacrifier les enfants des autres, c'est pas tout le monde qu'on sacrifie. C'est pas tout le monde qu'on sacrifie. Et quand toi, tu ne connais pas ton alliance que tu as avec Dieu, il faut prier. Parce que les amitiés sont aujourd'hui cancérigènes. Et donc, la femme lui a dit, ça c'est pour vous qui êtes au Cameroun aussi, que quand tu rencontres une nouvelle personne, tu dis intérieurement, si tu me donnes dans ton femme-là, on ne pourra pas me prendre. Et ça, c'est une barrière automatique. Pour ceux qui ne croient pas peut-être en Dieu, mais ça déjà, cette parole-là, ça te donne un ascendant, ou bien comment on appelle ça, ça te sauve de n'importe quelle initiation dans le femme-là. Bon, ça c'est la deuxième histoire. Et puis bon, je vais remonter encore s'il y a occasion. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Je t'en prie.